Donc bonjour à tous, voilà pour cette version à distance. Je sais pas trop comment ça va marcher, on va s'adapter ensemble je pense. Donc c'est ça, à la fin si vous avez des commentaires ou des choses qui pourraient être ajustées pour le prochain cours, dites-le moi. Il nous reste pas tant de théorie à faire que ça, d'accord. Là on va juste repasser au tout début les modifications qui ont été apportées au cours. Euh, Puis c'est ça. Après, on va avoir un autre cours, le cours 10, qui est plus assez général et la théorie va se finir assez rapidement. Je vous rappelle donc, juste pour que tout le monde soit au courant avec mes derniers courriels. Donc on a changé la structure d'évaluation du cours. Ce qui a changé pour vous là vraiment, c'est plus, donc rapport final maintenant il est sur 30%. Donc il est passé de 20 à 30%. Donc ça c'est parce qu'on a enlevé aussi l'examen final. Présentation publique, on est maintenant à 25%. Avant elle était sur 13% avec la fiche si je me souviens bien. Et enfin l'outil gestion de projet, donc tout ce qui est le fichier Excel CAP, lui il est passé à 15% et rendement personnel il est passé à 8%. Donc vous avez remarqué, il n'y a pas d'examen final cette session. Encore une fois, comme j'ai expliqué dans mon email, c'est parce que je voulais quand même vous garder les notes A+, etc. Si vous avez laissé l'examen final, je serais plus mené à passer vers succès ou échec, mais je pense comme ça, on va plutôt bien s'en sortir. Donc vous allez vraiment être noté pratiquement uniquement sur les rapports, enfin la grosse proportion de votre note va être sur les rapports et sur la présentation finale, avec des points bonus pour tout ce qui est gestion de projet et rendement personnel. Pour ce qui est gestion de projet, continuez à le maintenir à jour, surtout maintenant que vous travaillez à distance. D'accord, ça va être important. Ça va être, si c'est plus noté, ça va être aussi corrigé plus en profondeur. Donc surtout, faites attention au dernier onglet quand vous devrez rendre le 20 avril le, le, le fichier Excel, que ça soit tout bien complété. D'accord. Ensuite, on passe. Oui, si je baisse les yeux à la vidéo, c'est parce que moi, mon écran il est en bas. Ok, donc, si vous regardez la vidéo et que je baisse les yeux, c'est parce que moi j'ai un écran en dessous. Donc, juste pour les autres choses qui ont changé. Je sais que pour le groupe du mercredi, j'ai pas pu voir toutes les équipes pour commenter leur livrable 2. Il n'y a pas de problème si vous voulez qu'on le fasse, mais il va falloir que vous me scannez donc la correction du livrable 2 et aussi le, euh, la correction que je vous ai donné, les feuilles de correction que je vous ai donné avec mes commentaires. D'accord. Donc ça c'est pour ça. Pour le rapport final. Donc le rapport final ici il est maintenu. Ok, donc vous avez toujours les mêmes mandats 1, 2, 3. Juste le mandat 4 il a été allégé. D'accord, pour prendre en compte les deux semaines qui ont été perdues. Euh, pour le mandat 4 allégé, je vais en parler à les stats juste après, ok, avec ce que vous avez à faire et pas faire. Encore une fois, présentation en classe, elles sont annulées, d'accord. Il n'y avait pas trop de possibilités, même avec Webex, ça aurait été un peu compliqué. Donc j'ai décidé juste de les enlever. Désolé pour les deux équipes qui ont déjà présenté, j'avais juste pas vraiment d'autres solutions. Pour la présentation sur jury, devant jury, juste quelques précisions. J'ai pas eu de questions par rapport à ça, mais si vous en avez, n'hésitez pas par email. Peut-être que pendant les présentations, pendant les sessions, on pourra se parler en visioconférence, je vous en dirai plus équipe par équipe. Euh, mais en gros, moi, ce que je préférerais, c'est que vous fassiez une vidéo. Donc bien sûr, vous faites une vidéo chacun de votre côté, donc chacun peut enregistrer sa partie de vidéo et vous collez tout après ensemble, avec le PowerPoint bien sûr. Soit on prendra rendez-vous et vous me ferez une présentation par visioconférence, donc par l'outil Webex, donc face à face, en live, en direct. Donc c'est comme vous voulez, je vous laisse le choix. Donc soit vous me faites une vidéo, soit on prendra rendez-vous pour que vous le fassiez en direct devant moi. Donc ça c'est pour la présentation vidéo. Donc ici, euh, outil de gestion il est donc maintenu, il est même rendu à 15%. Donc ça c'est bon. Et enfin les dossiers de projet, donc comme vous avez vu dans la grille juste avant, dossier de projet et cahier de bord ça a juste été retiré parce que c'est des fichiers qui sont physiques et que donc je peux pas les corriger, vous pouvez pas me les rendre donc je peux pas les corriger. Donc ils ont juste été annulés. Donc ça c'est pour les modifications au niveau du cours. Pour le mandat 4, donc encore une fois important, il n'y a pas d'organigramme à faire, d'accord. Donc là je sais qu'il y en a qui vont être soulagés.
Je vous demande pas de faire d'organigramme, ok, ça va vous alléger un peu le mandat 4. Vous avez aussi, vous n'avez pas calculé le scénario le plus probable qui causerait la rupture. Okay, avant, ce qu'on demandait, c'est qu'il y ait une macro qui se fasse, donc pour un système donné, donc c'est un système initial, donc avec un certain niveau du réservoir, un certain débit d'évacuation. Les équipes avant devaient calculer c'est quoi la probabilité de rupture du scénario 1 et du scénario 2. Donc vous n'avez pas à le faire, d'accord? Donc ça, c'est aussi allégé, c'est enlevé. Donc basiquement, ce qu'il va faire le client, il va juste entrer l'événement de pluie. Okay, donc il va entrer ID. Il va donner aussi le niveau du réservoir, je l'appelle N0, et les scénarios d'ouverture des vannes, donc tout ce qui est vannes. Ensuite, vous allez pouvoir lui dire s'il y a scénario 1 ou 2, d'accord? Ou alors s'il n'y a pas de rupture de barrage. Donc c'est tout ce que je vous demande pour le mandat 4. On va pouvoir en reparler okay, des livrables encore une fois là aujourd'hui. Bon, aujourd'hui là c'est un retour pour l'équipe, enfin un retour pour le groupe du mercredi et puis un peu de la nouvelle matière pour le groupe du lundi. Donc j'ai décidé de le reprendre. Il va y avoir aussi une autre séance, mais là encore une fois on arrive de moins en moins de théorie. Si vous regardez dans le plan de cours initial avant qu'il soit changé, il n'y avait pas tant de théorie que ça à la fin du cours, d'accord? C'était plus des séances pour vous, pour le travail en équipe et pour les présentations orales. Et donc là, il n'y a plus de présentation orale et puis vous n'avez pas à travailler du coup en équipe en classe non plus. Donc il y a une certaine partie de la matière qui a été enlevée, mais il ne nous en restait pas non plus beaucoup. Donc vous n'allez pas avoir beaucoup de vidéos comme ça où je vais vous présenter de la théorie jusqu'à la fin de la session. Juste pour tout ce qui est projet final. Donc projet final, présentation devant public, CAP et évaluation des pairs. Ça, c'est le 20 avril que vous allez devoir le rendre. Okay, je me souviens plus de l'heure, je crois que je vous ai donné midi. On va dire midi. Ok, donc 20 avril à 12 h, vous devez me rendre tout ça. D'accord? Donc à la base, ça devait être avant. Là, vous avez comme presque 2 semaines de plus pour pouvoir le faire. Il n'y a pas d'examen final. Je sais qu'avec vos autres cours, vous allez certainement avoir d'autres choses à faire. Donc je ne veux pas non plus vous surcharger, surtout en ce moment. Donc je pense que c'est le meilleur deal qu'on ait à faire. Pour le livrable final, je ne vais pas noter non plus super sévèrement, d'accord? C'est pas le but vraiment là. Je vais aussi prendre en compte les circonstances. Mais je m'attends quand même à ce que vous fassiez du bon travail, d'accord? Je sais que c'est compliqué le travail à distance. J'espère que vous avez mis en place des outils qui sont quand même performants pour pouvoir travailler avec vos équipes respectives. Donc je vais être un peu plus relax sur la correction, mais je veux quand même que vous présentez du bon travail. Okay, il va quand même y avoir un système de notation A+, A, etc. Donc prenez-le en compte quand vous faites le rapport. C'est sûr que les équipes qui en font plus, enfin qui font le mieux, auront une meilleure note et peuvent se rapprocher plus du A que les autres. Ok. Après, ce qui était bien avec l'examen final, c'est que on arrivait à récupérer pour certaines personnes, on arrivait à augmenter la moyenne. Là, le rapport final, il est sur 30%. Ok, il y a aussi le 25% de la présentation publique, le 15% du CAP et l'évaluation individuelle sur 8%. Donc techniquement, toutes les équipes sont encore capables de monter jusqu'à B ou A. D'accord? Là, vous avez été vraiment juste noté ici sur, donc 10, sur 22%. Il vous manque une énorme partie de votre note. Mais c'est le temps, justement là, en 3 semaines, un peu moins de 3 semaines, de pouvoir vraiment donner un bon travail et pouvoir atteindre le A. Donc pour aujourd'hui, donc ça c'est un cours que les gens du groupe du mercredi ont eu. Lundi vous n'avez pas eu ce cours là, donc là je vais reprendre. C'est une bonne chose aussi pour ceux du mercredi de revoir un peu ce qui a été fait juste avant parce que je pense qu'on a tous un peu déconnecté de tout ce qui est poli. En tout cas moi je suis désolé. Mais donc c'est ça, là je vais juste reprendre le cours 9 sur la gestion des réservoirs et après le cours 10 vous l'aurez aussi donc en même temps que celui-là normalement. Donc pour le plan de la présentation, on va voir c'est quoi la vocation des barrages, on va voir aussi c'est quoi la gestion des réservoirs, le laminage des crues et les études de défaillance du système.
Ok. Donc pour la vocation des barrages. Donc livrable 2, vous l'avez déjà vu, un barrage, c'est un ouvrage d'art construit par l'homme en travers d'un cours d'eau et qui est destiné à réguler son débit et ou à stocker de l'eau. Réguler le débit, c'est par des déversoirs ou alors des vannes. C'est quoi la différence entre un déversoir et une vanne? Un déversoir, ça va être, imaginez quelque chose comme ça, qui est un peu arrondi. Donc là, l'eau elle monte pour le déversoir, elle monte, et à partir du moment où elle arrive au-dessus de la crête ici, elle va se déverser. Par contre, l'homme a aucun contrôle sur le débit qui est évacué. Le déversoir, il est vraiment juste là pour évacuer le trop plein d'eau. D'accord? Donc pensez comme un petit drain, un drain dans votre lavabo pour éviter que ça déborde. Un déversoir, c'est le même principe. Je peux pas, j'ai pas le contrôle ici sur qu'est-ce qui va sortir. Ce qui sort, le débit sortant, il dépend vraiment de la hauteur à l'amont. Après les vannes, par contre, on va avoir dessiné. On va avoir donc une structure qui va me permettre ici de descendre ou de monter la vanne. Okay, donc le débit d'eau, l'eau qui va sortir ici, il va être contrôlé par l'ouverture de cette vanne-là. Donc ça, c'est la différence entre vanne et déversoir. Donc sur un réservoir, si on a un déversoir, on contrôle c'est quoi le niveau à l'amont, mais par contre, s'il déborde le déversoir, ben, on ne contrôle pas ce qui en sort du réservoir. Après, pour les vannes, là, par contre, on contrôle vraiment qu'est-ce qui sort du réservoir. On a un contrôle sur le débit sortant. Tout ça, bien sûr, ça permet de stocker de l'eau. Ok. Ok, j'avais commencé à dessiner dessus, je vais juste effacer ça, je vais écrire après. Ok, donc la vocation d'un réservoir, c'est ça, des barrages, c'est ça à quoi? Donc on dit leur vocation varie donc en fonction des besoins des populations, soit notamment donc pour toutes ces situations-là. Donc si je prends une rivière, j'ai une rivière, là je viens construire un barrage. Ok, je l'avais aussi la rivière qui allait à Laval. Je construis un barrage, à partir du moment où je construis un barrage, je vais créer un réservoir. Ok, donc là je crée un réservoir. Ce réservoir, il va avoir plusieurs utilisations. Okay, donc il va y avoir le contrôle des crues. Donc par exemple, s'il y a des habitations à Laval, ben, je vais pouvoir contrôler qu'est-ce qui sort de mon réservoir, donc avec les vannes. Et donc je pourrais pouvoir éviter des crues à Laval. Okay, éviter des inondations sur les propriétés, donc diminuer les conséquences à Laval. Après, il va servir aussi pour tout ce qui est agriculture, donc irrigation. Donc vous pouvez avoir des champs ici. Donc là aussi, les champs ils vont pouvoir prélever de l'eau du réservoir pour donc pour les terres agricoles. Après, on peut avoir aussi des industries. Donc il y a des industries qui demandent plus ou moins d'eau, mais là aussi donc ils ont besoin de réserves. S'il y a une sécheresse, donc si par exemple une industrie est près d'un fleuve et qu'elle prend l'eau du fleuve et qu'il y a une sécheresse, ben, elle ne va pas pouvoir forcément prendre toute l'eau qu'elle veut. Avec un réservoir, on a une quantité d'eau qui est stockée qu'on va pouvoir prélever n'importe quand dans l'année. Et puis donc là, l'industrie est connectée au réservoir. Après, on va avoir de l'hydroélectricité aussi, on peut en avoir. Donc là, si vous avez une centrale hydroélectrique, elle va turbiner l'eau qui va aller à Laval. Donc ça, les centrales hydroélectriques, c'était le cours 8. Si vous avez oublié, juste aller voir les acétates. Pisciculture, donc s'il y a des petits poissons ici, pareil. Donc là, on va pouvoir avoir c'est plus récréo-touristique, ok. Donc on peut avoir de la pêche qui va se faire sur le réservoir. Donc ça aussi, c'est l'utilisation d'un réservoir. Et enfin, donc une réserve d'eau potable. Si vous avez une ville ici, aussi à l'amont, pareil pour ceux à l'aval, ben, ils vont pouvoir prélever de l'eau, donc que ça soit pour ce qui est de boire pour survivre ou alors pour l'hygiène. Là aussi, on a comme une sécurité hydrique liée à la création du réservoir. D'accord? Donc, normalement, toute l'année, je devrais avoir de l'eau pour ma population, que ce soit pour leurs besoins économiques, sociologiques et donc environnementaux. La gestion des réservoirs. Donc,
Gestion des réservoirs, l'utilisation des ressources en eau, l'utilisation varie d'un site à l'autre. Donc de manière générale, la complexité demeure la même, peu importe les besoins à combler. La complexité, si je reprends mon schéma ici, ça va être quoi? Ça va être de déterminer qui a le droit à quoi. Et qui a la priorité sur la réserve d'eau. La réserve d'eau, elle est quand même un stockage qui est une quantité finie. Et c'est pas infini, tous les ans, on a un cycle qui se crée. Donc mon réservoir, il va se vider, mais il va se remplir à chaque crue. Mais donc il faut déterminer, c'est quand même un stockage, un volume qui est limité, donc il faut déterminer qui a le droit à quoi. Donc en cas de sécheresse par exemple où j'ai moins d'apport d'eau, qui va avoir le droit de prélever du réservoir? Est-ce que ça va être l'agriculture? Parce que sinon les, euh, les plants vont mourir, la ville, les industries, ou alors on n'a pas de contrôle à l'aval là parce qu'on est en cas de sécheresse, mais vous comprenez. Par contre, si on est dans un cas d'inondation, ben là, il va falloir déterminer, ok, il faut que j'évacue l'eau de mon barrage ici, de mes vannes, mais si j'en évacue trop, est-ce que ça va inonder ceux à l'aval? Après, si j'évacue pas, est-ce que ceux à l'amont vont être impactés aussi? Parce que si j'évacue pas ici, ben, mon eau elle va monter. Si mon eau elle monte jusqu'à ma ville, ben, je vais avoir des conséquences. D'accord? Par contre, si j'évacue trop, là aussi je vais avoir des conséquences. Donc tout ça, ça se fait avec donc, des processus techniques qu'on appelle de l'optimisation linéaire et non linéaire. Nous, on n'en fait pas dans le cours. Ça aurait été peut-être intéressant, j'y pense souvent quand même à l'intégrer au cours. Optimisation linéaire et non linéaire, si vous voulez, si ça vous intéresse, c'est dans un cours d'orientation en hydraulique qui s'appelle Gestion des ressources en eau, où là justement on va déterminer c'est quoi les lois qui régissent cette optimisation. Donc j'ai une quantité d'eau limitée, qui va avoir le droit à quoi? Comment je vais optimiser cette ressource pour faire plaisir à tout le monde en fait. Et donc je peux prendre cette optimisation non seulement pour un temps donné, mais aussi sur des périodes. Donc ça c'est pour l'optimisation linéaire, non linéaire. Donc là, on a vu, donc là, je vais juste prendre ça. Donc ça, l'objectif visé demeure dans tous les cas le même, minimiser les impacts directs et ou indirects liés à la mauvaise gestion des ressources en eau. Donc quand on fait de la gestion des ressources en eau, il y a trois facteurs qui deviennent importants. Il y a donc tout ce qui est économique, donc avec les industries qui sont liées à mon réservoir. Donc si mon réservoir est vide, elles ne peuvent plus fonctionner. J'ai aussi le social pour tout ce qui est ville, okay, donc pour l'hygiène des gens et pour qu'ils puissent boire. Et donc aussi écologique, au niveau de mon réservoir, il va y avoir de la biodiversité qui va s'installer. Donc ça, c'est un autre aspect qui est important. Donc si vous ne connaissez pas cette rosace là, c'est le développement durable. Et vous allez avoir un cours sur ça si vous ne l'avez pas encore fait. On passe à, donc, au remplissage des réservoirs. Donc la gestion des réservoirs ne se limite pas à assurer la sécurité des barrages, elle permet notamment d'optimiser les conditions d'exploitation du réservoir. Donc elle s'imbrique également dans une gestion intégrée qui dépasse les limites du réservoir. Ici on a un schéma qui montre un niveau minimal d'exploitation. Je reprends là. Donc on a un niveau minimal d'exploitation ici. On a un niveau maximal d'exploitation qu'on ne veut pas dépasser et un niveau maximal critique. Le niveau, si on y va, donc on commence par le niveau minimal d'exploitation. Je vais vous dessiner quelque chose. Juste il faut que j'aille là. Ok. Ok. Donc imaginez là vous avez un réservoir et puis de ce réservoir vous faites un prélèvement. Donc là je fais un tuyau qui part ici, qui va par exemple donc à une industrie ou quoi que ce soit. Okay. Donc là c'est ce qui va consommer mon eau. Okay, donc là, j'ai un prélèvement directement de mon réservoir vers l'industrie par ce tuyau. Imaginez que l'eau, elle est à ce niveau à peu près. Okay, donc assez proche ici de mon entrée. Qu'est-ce qui va se passer? Si ce niveau d'eau-là, il est trop bas, bah imaginez, hein, comme votre baignoire, imaginez que vous remplissez votre baignoire au maximum, vous commencez à la drainer. À partir d'un moment, il y a comme un vortex qui se crée. Okay, donc un vortex qui se crée autour du drain. Mais là, c'est le même principe. Okay. Si jamais ce niveau d'eau-là, il est trop proche de mon entrée, ça peut créer des vortex ici.
ces vortex, ça va venir endommager mes conduites et peut-être les choses à l'aval. Donc on essaye toujours d'éviter d'avoir des vortex. Okay. Donc c'est pour ça qu'on va avoir toujours un niveau minimal d'exploitation, donc par exemple ici, qui va permettre d'éviter ce phénomène-là. Okay. Donc ça c'est pour le niveau minimal d'exploitation. Si je reprends ici, donc on avait ensuite le niveau maximal d'exploitation. Okay, ce niveau maximal d'exploitation ici, il est fixé comment? On va toujours avoir une certaine hauteur de sécurité là, entre le top du barrage et mon niveau maximal d'exploitation pour prendre en compte par exemple l'effet des vents et des vagues. Okay, donc l'eau elle est jamais plate comme ça. Avec le vent ça peut créer des vagues et donc là on n'a pas des phénomènes de marée donc c'est pas important, mais donc le vent peut créer des vagues qui vont faire en sorte que l'eau commence à passer au-dessus de mon réservoir. Donc on a toujours un niveau maximal d'exploitation et ensuite on a ce qui s'appelle un niveau maximal critique ici. Ce niveau maximal critique, il est déterminé comme, donc à partir de ce niveau-là, je suis trop proche de ma crête de mon barrage. Donc si par exemple ce barrage-là il est en remblai et que l'eau elle commence à se déverser au-dessus, ben je pars en bris de barrage. D'accord? Donc ça c'est mon niveau maximal critique. Ensuite, donc dans le cadre de ce projet, vous allez négliger tous les apports et les pertes externes du réservoir. Donc la seule entrée dans votre projet, c'est la crue. Okay, donc la crue, comment vous la déterminez? Le client, il rentre l'intensité et la durée de la pluie. Vous avez juste à déterminer c'est quoi du coup l'hydrogramme de crue qui rentre dans votre réservoir. Et après, donc, vous allez pouvoir faire la gestion du réservoir avec ce qui rentre par rapport à ce qui sort. Okay, donc ça, on va le voir après, c'est l'équation de continuité. L'équation de continuité qui nous sert pour le laminage des crues. Donc pour le laminage des crues, vous allez avoir à le faire, c'est un peu plus simple que ça, là on va juste présenter la théorie. Donc la réduction du débit de pointe d'un hydrogramme entrant au système à un endroit à l'aval s'appelle le laminage. Donc on a un laminage qui est naturel, qui est le long du tronçon des rivières et des lacs. Ça je vous en ai un peu déjà parlé, on le voit aussi dans la stat juste après. C'est dû au frottement sur le lit de la rivière. Okay, si vous vous mettez directement, je vais dessiner, désolé je passe d'un écran à l'autre, paint, non, ok ça marche pas, désolé, ok, donc là, si je reprends, donc là j'ai un barrage, okay, ma rivière après avec mes conséquences ici, donc des bâtiments, etc. Okay, si vous vous placez, donc vous êtes là, si vous vous placez ici et qu'il y a une rupture du barrage, vous allez voir comme, donc là c'est la hauteur en fonction du temps, vous allez voir que vous allez comme avoir un mur d'eau dans le temps, donc dans les premiers instants du bris de barrage, et après ça va diminuer progressivement. Par contre, si vous vous placez plus loin dans la rivière, à cause des effets de frottement du lit de la rivière, cet hydrogramme de crue là, il va être laminé, il va être laminé naturellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui se situe ici, quand elle va avoir l'onde d'arrivée, elle, au lieu d'avoir comme un mur d'eau qui va arriver, l'eau elle va augmenter progressivement, elle va atteindre un pic et après elle va baisser. D'accord? Donc toujours la hauteur étant. Donc l'onde de crue entre ici et ici, elle a été laminée naturellement par ma rivière. Ok, je mets ça. Oups. Voilà. Et après, donc, on a le laminage forcé artificiel qui se fait à travers les réservoirs artificiels. Donc ça, c'est ce que vous faites vous avec votre réservoir. Donc vous avez un volume emmagasiné qui est ici et le volume évacué. Et donc ça, on va reparler juste après. Donc ça, c'est au niveau d'un réservoir. J'ai une onde de crue qui arrive en bleu. La bleue, c'est l'onde de crue qui arrive et en rouge, c'est ce qui sort de mon réservoir. Donc si vous voyez ce qui sort de mon réservoir, c'est plus bas que le débit qui sort de mon réservoir maximal est plus bas que le débit sortant. J'ai laminé l'onde de crue ici. Okay, donc
ça reste toujours la même aire en dessous, okay, entre la courbe bleue et la courbe rouge, mais j'ai laminé cette onde de crue dans le temps. Okay, c'est ça qu'on veut. Au lieu d'avoir un pic rapide dans mes rivières à l'aval, je veux au contraire pouvoir contrôler qu'est-ce qui sort de mon réservoir pour éviter les conséquences à l'aval. Donc je dois laminer mon onde de crue. Laminage naturel, donc c'est ce que je viens de vous expliquer juste avant. C'est encore là d'ailleurs, je suis désolé, une seconde. Hop, là je fais ça, et je fais ça. Ok. Je reviens au cours. Donc le laminage naturel le long du tronçon des rivières et des lacs, les forces de frottement du fond du canal et des berges ainsi que l'emmagasinement des lacs naturels et où les berges submergées causent une réduction de la pointe de l'hydrogramme. Donc là, je vous ai parlé au niveau, moi, frottement au niveau de ma rivière, mais si votre rivière elle déborde, ok, ben là aussi j'ai un laminage qui se crée parce que ben, j'ai une plus grande aire d'écoulement. D'accord, j'ai plus de frottement. Peut y avoir aussi des zones basses sur les terrains à côté, où là mon eau va juste être stockée comme des petits réservoirs, des mini réservoirs au niveau du sol. Par exemple dans les champs, on le voit ça souvent au bord des autoroutes, des champs inondés. Bah, c'est ça aussi comme aspect de venir laminer l'onde de crue pour éviter que j'ai des conséquences plus graves à l'aval. Donc ça c'est un modèle écrase. Okay, je vous avais dit que j'allais vous présenter comment on crée des cartes d'inondation 1D, 2D ou 3D. J'ai toujours prévu de le faire, c'est juste là je dois un peu m'adapter. Comme on a quand même pas mal de matière cette semaine, je vous présenterai peut-être plus la semaine prochaine. Donc juste là, conformément à l'article 18 du règlement sur la sécurité des barrages, vous devez établir des cartes d'inondation pour divers scénarios de bris de barrage. Donc comment on fait ça quand on a un modèle écrase comme ça ici? Ben, on va avoir donc le barrage qui se situe ici et je vais avoir plein de sections sur ma rivière. Okay, donc là je fais des sections sur le logiciel écrase et donc une condition frontière aval ici qui est un autre réservoir, okay, un autre lac avec donc une ville ici. Le long de donc là entre mon barrage et ma condition frontière aval, je peux avoir des villes ici par exemple. Donc, comment on fait dans le logiciel indé là? On va avoir donc plusieurs sections et lui, le logiciel indé, il va calculer l'équation de Manning entre chaque tronçon pour déterminer c'est quoi la hauteur d'eau. Après cette hauteur d'eau là, je vais pouvoir avoir un traçage d'icard d'inondation. Okay, si j'ai un bris de barrage, je modélise un bris de barrage, je vais avoir des cartes d'inondation, donc par exemple ici. Okay, donc ça c'est fait par ordinateur. Ben là c'est moi qui le dessine, mais normalement c'est fait par ordinateur et je vais pouvoir déterminer c'est quoi les conséquences liées à la rupture du barrage. Okay, donc ça c'est un modèle 1D, je vous montrerai encore une fois plus la semaine prochaine. Mesure des conséquences d'une rupture. Donc comment on fait? Donc la modélisation comprend donc le calcul de l'onde de submersion, son temps de propagation et l'étendue du territoire touché. Normalement ça bouge là, je suis désolé. Ouais, ok, problème technique, c'est l'animation ne veut pas marcher. Peut-être que si je fais animate, non, ça n'existe pas. Ok, bon, normalement c'est juste l'onde de crue là, au début elle était ici. Ok, ça ne veut pas que je dessine non plus. Peut-être si je pars là, ok, l'onde de crue est passée par là, elle était plus élevée après. Ok, c'est juste on a un laminage de l'onde de crue dans le temps là. Cette figure, c'est ça qu'elle voulait montrer. Elle est, si vous voulez aller chercher, il y a le lien ici. Là. Propagation de la crue. Donc l'écoulement insuffisant des eaux observées dans les rivières est régi par le système d'équations différentielles non linéaires de Barré-Saint-Venant. Les équations de Barré-Saint-Venant, vous avez déjà dû le voir, je suis sûr que vous l'avez vu en fait, vous l'avez vu en mécanique des fluides. En mécanique des fluides, on vous avait présenté les équations de Navier-Stokes. Les équations de Saint-Venant, c'est une simplification des équations de Navier-Stokes, donc en 2 dimensions. L'équation de Manning, c'est une simplification des équations de Navier-Stokes en 1D. D'accord? Donc là, comme on a une onde de crue, normalement on est supposé prendre les équations de Barré-Saint-Venant pour modéliser cette onde de crue, donc en X et en Y. On ne fait pas en Z, là c'est 2 dimensions, c'est juste X ou Y, donc sur un plan. Les conditions habituelles de l'hydrologie permettent généralement de simplifier ces équations hydrauliques en les reformulant et en cherchant notamment à les linéariser. Okay, donc c'est ça les équations de Navier-Stokes que vous avez vues en mécanique des fluides. Donc nous on va vraiment s'intéresser
à uniquement cette partie-là des équations de Navier-Stokes, okay, ce qui est l'équation de Mani, et qui est aussi l'onde cinématique. Okay, donc pour la propagation donc, de crue, vous allez vous utiliser des ondes cinématiques, donc ce type de ondes-là. Là, c'est ça, pour le bris de barrage, votre bris de barrage, vous allez faire au final du laminage en réservoir avec l'équation de continuité. Par contre, je ne vous demande pas de faire le laminage en rivière, donc sur vos différents tronçons. Okay, ça serait trop compliqué encore à ce stade pour vous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une simplification. On va déterminer que l'onde de crue qui se déplace le long de votre tronçon, elle garde toujours le même hydrogramme. Okay, donc vous allez faire passer le même hydrogramme de tronçon par tronçon. Vous n'allez pas prendre en compte la diminution du débit de pointe à cause des frottements sur les rivières. Donc vous, c'est vraiment l'onde cinématique que vous allez utiliser. D'accord, l'onde diffusive ici, on vous dit, elle s'atténue du fait de la variation possible de la profondeur d'eau, ce qui n'est pas le cas pour l'onde cinématique. Okay, donc cette dernière ne s'atténue pas, mais tend à se raidir et à augmenter sa courbe. Donc vous allez utiliser l'onde cinématique, donc c'est juste de garder le même hydrogramme de bris de barrage tronçon par tronçon. Laminage artificiel. Donc ça, c'est ce que vous faites par contre. Donc pour le laminage artificiel, c'est le laminage en réservoir. Donc il se fait à travers les réservoirs artificiels. Lorsqu'une onde de crue entre dans un réservoir muni d'un système de vidange, le débit sortant produit un hydrogramme ayant une pointe décalée dans le temps et plus faible que celle de l'hydrogramme d'entrée. Donc qu'est-ce qui est important ici? C'est que l'hydrogramme de sortie, là en rouge, il va être, on vous dit, la pointe, elle est décalée dans le temps et plus faible que celle de l'hydrogramme d'entrée. C'est quoi le principe ici? Okay. Là, bon, je reviens un peu, parce que là, vous avez dû quand même pas mal en entendre parler dans les nouvelles, etc., liées au virus. On parle de quoi en ce moment? On parle d'aplanir la courbe. C'est le même principe avec les barrages artificiels. On cherche à aplanir la courbe d'entrée. Okay, on cherche à aplanir l'hydrogramme d'entrée donc dans mon réservoir. C'est le même principe ici. Okay. Ici, si je prends ça, c'est mon débit entrée. Moi, je ne veux pas gérer ce débit de pointe là à l'aval. C'est trop gros. Je sais que j'ai fait mes devoirs avant. Je sais que pour ce débit là, j'aurai des conséquences à l'aval. Donc je cherche à diminuer cette pointe, à obtenir un débit de pointe ici qui est plus faible. Donc comment je fais ça? C'est vraiment par l'opération au niveau des vannes. C'est moi qui détermine qu'est-ce qui sort de mon réservoir. C'est le même principe avec le coronavirus. On cherche à aplanir cette courbe pour que les hôpitaux puissent traiter les malades. Pour pas qu'il y ait trop de gens qui sont malades en même temps. Même principe avec le laminage artificiel. Je veux pas avoir un débit de pointe élevé et je veux que ma crue elle soit étalée dans le temps. Okay, donc je cherche à aplanir la courbe d'hydrogramme d'entrée. Même principe ici, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe ici? J'efface. Donc vous allez avoir en bleu, là je vais dessiner, donc en bleu sous la courbe, ici comme c'est un hydrogramme débit en fonction du temps. Si je prends l'air sous cette courbe-là, c'est un volume d'eau. Okay, ça va être mon volume qui est entré dans mon réservoir. Maintenant, si je prends l'air qui est sous la courbe rouge, donc là, je vais le faire ici, donc l'air sous ma courbe rouge, ça va être le volume qui est évacué de mon réservoir. D'accord? Donc ça veut dire que cet air ici, c'est le volume qui a été stocké. Okay, on va le revoir juste après avec un schéma un peu plus clair. Là, je voulais juste vraiment bien vous montrer cette courbe-là parce que ça a des similitudes avec ce qui se passe en ce moment. Ok, étude de la défaillance du système. Donc, la question permettant de guider l'étude de la défaillance du système, c'est l'état du système, conditions du réservoir, permet-elle le laminage de la crue de sécurité. Donc imaginez ça, c'est votre niveau d'eau dans votre réservoir à H0. Je vais prendre ça ici. Donc vous avez H0 ici. Donc ça veut dire que entre cette élévation là et le bris du barrage, vous avez donc le bris du barrage. Là, imaginez que, ok, là c'est en béton là, mais imaginez que c'est un barrage en remblai.
si j'ai un bris de barrage à partir du moment où le niveau d'eau arrive à la crête du barrage. Donc ça veut dire que ici, je peux venir stocker tout ça comme volume d'eau avant la rupture du barrage. D'accord? Donc le H0, il est très important. Si j'avais un niveau d'eau qui était plus élevé à t égale à 0, donc si mon niveau il était là à t égale à 0, ben, j'aurais beaucoup moins de volume que je pourrais stocker avant d'arriver à la rupture. Okay, c'est le même principe ici. Pour les mises en équation. Okay, donc encore une fois, c'est l'équation de continuité qu'on va venir utiliser pour les réservoirs. Donc vous avez les paramètres physiques. Donc, premier paramètre que vous connaissez bien maintenant, c'est l'hydrogramme d'entrée. Okay, l'hydrogramme d'entrée, je vous rappelle, vous avez vos deux bassins versants. C'est le modèle hydraulique que vous avez fait dans le livrable 1, adapté maintenant pour prendre en compte les deux bassins versants. Mais là, vous avez donc l'hydrogramme intrant ici qui est connu. Okay, donc check. Courbe de volume de stockage en fonction du niveau d'eau. Donc la courbe d'emmagasinement, ça aussi c'est quelque chose que je vous donne dans la base de données. Donc pour chaque hauteur, ici, H, vous pouvez savoir c'est quoi le volume du réservoir. Okay, donc plus la hauteur est haute, plus j'ai de volume stocké dans mon réservoir. Donc ça c'est une courbe qui est donnée dans la base de données. Après, débitance d'un ouvrage hydraulique, son capacité d'évacuation de vos vannes. Et là, le client il va avoir plusieurs choix. Okay, soit il donne son débit, soit vous faites en fonction de la courbe de tarage des vannes, donc qui est donnée dans la base de données, ou alors vous fixez donc un certain débit qui sort. Okay, donc par exemple 90 mètres cubes par seconde. Donc vous connaissez ça. Juste en représentation encore une fois de la défaillance du système. Ici, là, ce que vous avez parlé tout à l'heure, entre le niveau initial du barrage et le niveau de défaillance, ça s'appelle le volume laminable. D'accord? Donc vous avez un niveau initial, vous avez des apports qui rentrent en fonction du temps et une certaine évacuation. D'accord? Donc vous allez devoir prendre en compte la variation du volume stocké en fonction du temps, okay, en fonction de ce qui rentre et ce qui sort. Pour la mise en équation, oups, j'y arrive, ok. Donc c'est à ça que ça va ressembler. Ok, donc si je mets en équation, donc là c'est toujours le débit en fonction du temps. Ça c'est toujours votre courbe d'apport, d'accord? Donc c'est votre hydrogramme d'entrée dans le réservoir. Pour vous, c'est pas une surprise, ça va pas ressembler. Là, on est dans le cas, la durée de la pluie, elle est supérieure au temps de concentration. Vous l'avez vu en correction du livrable 2. C'est critique Qmax quand la durée de la pluie est égale à Tc. Et donc, quand vous allez utiliser votre outil, ça va pas forcément ressembler à ce cas-là, ça va ressembler plus à ça ici. Okay, mais ici, pour les besoins de l'explication, on prend juste comme ça. Donc vous avez ce qui rentre en rouge et ce qui sort, là je le fais en bleu, j'ai un peu inversé les couleurs. Donc ça c'est le débit évacué. On prend un temps T0. Le temps T0, je vous rappelle, c'est le temps que l'opérateur se rende au barrage pour ouvrir les vannes. Okay, ce n'est pas une ouverture qui peut être faite à distance. Il faut que, dans le cadre de votre projet, il faut que quelqu'un aille se déplacer au niveau du barrage pour ouvrir les vannes manuellement. Okay, c'est ça qu'on essaie de faire ici. Ok. Ici, donc comment tracer l'hydrogramme entrant dans le lac Inugami. Donc encore une fois, c'est juste votre livrable 1, d'accord? Et avec le modèle probabiliste qui utilise les courbes IDF. D'accord? Vous avez toujours les deux cas possibles. Encore une fois, le client il peut en rentrer n'importe quelle intensité et quelle durée. Soit s'il fait ça, il faut lui dire c'est quoi la période de récurrence qui est associée à cette pluie. Ou alors il rentre la période de récurrence et c'est à votre outil de calculer c'est quoi l'intensité et la durée. Ça fonctionne toujours ça pour le livrable final. Capacité de la retenue. Donc l'évacuation de la capacité de retenue nécessite de dresser un portrait de la bathymétrie du lac. Donc ça, je vous le donne avec la courbe d'emmagasinement, d'accord? Donc là, c'est plus pour vous expliquer comment une courbe d'emmagasinement est faite.
Je vais peut-être juste vous montrer ça rapidement, ok, c'est pas vraiment pertinent pour vous au niveau du projet, puis c'est assez facile à comprendre. Quand vous allez créer un réservoir, d'accord, avant qu'il y ait le réservoir ici, là, les limites avec la ligne noire, ben, il y avait une rivière. Ok, la rivière, c'est la ligne pointillée bleue. À partir du moment où je viens placer un barrage ici, ben, je crée un réservoir. Donc je vais venir inonder des terres qui n'étaient pas forcément inondées avant. Mais comme c'est pas inondé, je peux déjà déterminer en fonction de la hauteur d'eau qu'il va y avoir dans mon futur réservoir, quel va être le volume en fonction de la hauteur d'eau. Donc le volume stocké en fonction de la hauteur d'eau. C'est quoi ma courbe d'emmagasinement? C'est ça que je cherche. Donc c'est juste, on y va progressivement quand on fait ça dans la réalité. Donc c'est montré ici. Donc ça, c'est ce qui va devenir un réservoir. Ok. Là, j'ai l'élévation. Donc pour chaque élévation, je vais commencer à tracer c'est quoi les airs. Ok. Donc là, par exemple, c'est l'élévation 0, etc., etc. Et je vais pouvoir calculer c'est quoi le volume en fonction d'une certaine hauteur d'eau. Ok. Donc pour chaque hauteur d'eau, je vais pouvoir tracer plusieurs points ici sur cette courbe, qui va permettre de déterminer en fonction de la hauteur d'eau ici dans mon réservoir, c'est quoi le volume qui est stocké. Et ça se fait juste par topographie. C'est pas important pour vous parce que je vous donne déjà la courbe de stockage du réservoir, courbe d'emmagasinement dans la base de données. Elle ressemble pas exactement à ça, je l'ai modifié là depuis, mais c'est le même principe. Donc vous avez un stockage en mètres cubes par seconde en fonction de la cote. Souvent, ici, ça va être interverti ces axes-là parce qu'on aime bien avoir la cote sur l'axe des ordonnées plutôt que l'avoir en abscisse. Okay, mais les deux marchent là, c'est plus facile de voir les hauteurs ici plutôt que d'avoir les hauteurs ici. Hydrogramme sortant. Comment vous allez calculer qu'est-ce qui sort de votre réservoir? Donc le laminage hydrologique d'un réservoir peut être réalisé à l'aide de diverses méthodes. Si vous avez fait calcul scientifique de l'ingénieur, que je ne pense pas, vous avez vu qu'il y a plusieurs méthodes, donc la méthode de Pulse, la méthode trapézoïdale et la méthode de Runge-Kutta. Nous, on va utiliser la méthode trapézoïdale parce que c'est la plus simple à utiliser. Et ça fonctionne plus ou moins bien quand même. Donc, pour la méthode de trapézoïdale, c'est ça les équations que vous allez devoir prendre en compte. Donc, par différence finie, l'équation de conservation de la masse, l'équation de continuité, elle ressemble à ça. Donc, variation de volume stocké en fonction d'un certain pas de temps égale à ce qui est rentré moins ce qui est sorti. Okay. Pour la méthode trapézoïdale, avec la méthode trapézoïdale, cette équation-là, elle devient ça. Okay. Donc là, vous allez devoir choisir des pas de temps. Donc imaginez, on prend un pas de temps, là je vais simplifier un peu tout ça, donc on prend au niveau initial. Donc là, S0, là ça serait S1, delta T, je le garde comme ça, donc ici 0, ici 1, 0, 1. Okay, donc là, c'est deux pas de temps différents. J'ai le pas de temps 0 et le pas de temps 1. C'est ça que vous allez devoir faire ici. Le pas de temps, c'est ce qu'il y a entre là et là. Okay, on est en fonction du temps, là, c'est vos hydrogrammes de crue. Il va falloir que vous choisissiez un pas de temps. Je vous conseille que cette cellule elle soit variable pour pouvoir tester différents pas de temps. Donc le principe, c'est quoi? Je vais dessiner. Je vais juste reprendre ça. Ok. Revenir ici. Je vais effacer tout ça. Ok. Là. Donc, je l'écris en gros pour que ça soit clair. Donc là, vous avez toujours débit en fonction du temps. Pas toujours, mais là, c'est un hydrogramme de crue. Donc imaginez que vous avez 7 hydrogrammes de crue là. Il n'est pas beau, je le refais. Ok, ça c'est votre hydrogramme de crue. Là, on est au temps, on détermine que ça c'est le temps. Ok, je le mets ici, t égale à 0. Ok, donc vous avez, ensuite, je vous ai dit, vous allez devoir choisir un pas de temps. Imaginez que là, la courbe d'évacuation, on détermine que le débit qui sort du réservoir, il est constant, limité par les vannes. Que donc le débit d'évacuation, il ne va pas bouger, il reste toujours à ce débit-là. Okay. Il est constant dans le temps. Pourquoi on vous demande de choisir un pas de temps avec l'équation qui a été présentée juste avant?
Donc vous allez partir de t égale à 0. Après, vous allez devoir prendre donc un pas de temps supplémentaire. Donc imaginez, moi je prends un pas de temps ici qui est égal à t égale 5 minutes. Okay, à t égale à 5 minutes, je sais c'est quoi le débit. Par contre, si j'avais pris t égale 30 minutes, donc par exemple ici, j'aurais perdu de la définition, ok, j'aurais pas eu assez de caractéristiques, ça se voit plus ici, là, si je prends un autre pas de temps, ben là, je perds la caractérisation de cet espace-là. Vous, votre outil, au lieu de faire tac, tac, si vous prenez un pas de temps trop grand, il va faire une interpolation linéaire entre les deux. C'est pas ce qu'on veut, ok, il faut un pas de temps qui soit quand même assez faible pour prendre en compte les... Je vais pas tout effacer. Donc les caractéristiques du projet. Donc c'est pour ça que vous devez prendre en compte un pas de temps. Là, comme vous faites pas de, vous n'avez pas à calculer la crue maximale probable, donc vous n'avez pas à faire de macro qui va permettre de déterminer au client en fonction des conditions initiales, c'est quoi la probabilité de rupture du barrage. Donc là, techniquement, vous pouvez prendre des pas de temps qui sont assez faibles parce que votre outil de calcul, il ne va pas vraiment prendre longtemps à calculer. Okay, parce que vous allez juste le lancer une fois. Donc, moi, je vous conseille d'y aller à moins de 5 minutes toujours. Ok, prenez pas vraiment plus de 5 minutes. 5 minutes comme pas de temps, c'est assez bon. Okay, donc là, au final, vous allez y aller pas de temps par pas de temps. Ça reste là juste un schéma. Hein. Donc, si vous n'y allez pas de temps par pas de temps, vous allez pouvoir déterminer c'est quoi la variation. Donc, pas de temps par pas de temps. C'est toujours le même pas de temps, il n'est pas variable, d'accord? Et donc, vous allez pouvoir déterminer, par exemple, à ce pas de temps-là, qu'est-ce qui est rentré et qu'est-ce qui est sorti. Okay, puis là, dans votre réservoir, il va y avoir aussi une variation de la hauteur d'eau okay, en fonction du temps. Donc, en fonction du temps, ici, donc H res, donc la hauteur du réservoir, elle va varier aussi. Okay, donc elle va probablement augmenter, et si elle arrive à une certaine hauteur, ben, je vais avoir la rupture du barrage. Par contre, si l'évacuation elle fait en sorte que j'atteins pas la hauteur critique de mon barrage, ben, je ne vais pas avoir de bris de barrage. Ok. Je ferme ça. Ok. Donc là, c'est ça. Donc vous allez partir de S égale à 0. Après, vous allez pouvoir déterminer c'est quoi S1 parce que vous allez connaître c'est quoi le débit entrant et c'est quoi le débit sortant. D'accord? Donc vous allez pouvoir calculer c'est quoi la variation de la hauteur d'eau dans votre réservoir, ce qu'on voit ici. Là. Donc ça, c'était S égale à 0 et ça, par exemple, c'est S égale à 1. Donc pas de temps par pas de temps, vous allez pouvoir déterminer c'est quoi la variation du niveau d'eau dans le réservoir. C'est ça qu'on vous demande de faire. Okay, donc basiquement, il va falloir que vous fassiez un grand tableau qui va faire ligne par ligne chaque pas de temps, qui va déterminer c'est quoi ce qui est évacué du réservoir si jamais vous utilisez la courbe de tarage des vannes, ou alors vraiment savoir c'est quoi la variation de la hauteur d'eau dans votre réservoir. Ce qui est pas mal à mettre d'ailleurs dans votre interface utilisateur. Okay, n'oubliez pas, vous devez toujours faire le fichier Excel, je m'attends à ce que l'interface utilisateur elle soit très claire. Ok. Quand je parle de courbe de tarage des vannes, c'est vraiment ce graphique-là. Courbe de tarage, c'est quoi? C'est une évacuation, donc un débit ici, en fonction d'une certaine cote. Donc pourquoi? Si j'ai imaginé que ça c'est une vanne ou un déversoir, dans ce cas-là, parce que là ce serait une vanne complètement ouverte, donc en fonction de la hauteur d'eau à l'amont, c'est pas le même débit qui est évacué. Okay, donc là c'est ce qui est représenté ici. La cote c'est toujours par rapport au niveau de la mer, hein, faites attention ici. C'est pas 48 mètres au-dessus du fond du barrage, hein, c'est vraiment 48 mètres par rapport au niveau des océans. Donc là, plus la hauteur d'eau elle est élevée dans mon réservoir, plus je vais évacuer si je me place dans le cas des vannes où on évacue en fonction de la hauteur d'eau par donc, cette courbe de tarage. Donc c'est ce qu'on vous dit, en supposant que l'emmagasinement dans le réservoir est uniquement en fonction du niveau dans le réservoir, pour un pas de temps suffisamment petit, vous pouvez ainsi approximer le débit évacué par les vannes à l'aide de la courbe d'évacuation. Donc ça c'est quand vous le faites par rapport à la courbe d'évacuation par vanne. Encore une fois, il y a l'autre cas où le client, soit c'est lui qui choisit combien il évacue, ou alors vous lui donnez la possibilité de le faire donc, pour 90 mètres cubes par seconde, et pour le total sur une rivière à 210 mètres cubes par seconde. Je vais revenir sur ça juste après. Donc vous supposez que l'ouverture des vannes est complète dès l'instant t égale à 0. Ça veut dire quoi ça? Si je reprends
ce graphique-là, ici, l'ouverture des vannes, là, on voit, elle est instantanée. D'accord? Elle ne met pas des heures à s'ouvrir. L'opérateur, vous considérez que vous, l'opérateur, il est là sur le terrain, il ouvre les vannes, ça se fait en moins d'une minute, par exemple. Ok? Donc là, c'est vraiment instantané au niveau de l'ouverture des vannes. Je reprends ça. Donc ça, c'est bon. Le seuil maximal d'évacuation est visé donc de 90 mètres cubes par seconde. Et là, donc ça c'est... Donc soit vous avez encore une fois la courbe de Tarrasch qui a été présentée à la stat avant, soit vous déterminez c'est quoi le débit, donc 90 mètres cubes par seconde qui sort par vanne, ou alors si en considérant ce seuil, le risque de rupture de l'ouvrage ne respecte pas la crue de sécurité, l'évacuation peut se faire jusqu'à l'atteinte du seuil maximal de 210 mètres cubes par seconde. 210 mètres cubes par seconde, c'est ce qui est... Imaginez que c'est un règlement donné par la municipalité qui considère qu'au-dessus de ce débit, les conséquences pour elle seraient trop élevées. Okay, c'est juste pour vous, pour faire l'exercice de limiter le débit d'évacuation de deux vannes. Volume laminable. Donc là, c'est juste des définitions. Volume d'apport, donc c'est fonction de l'intensité et de la durée, donc c'est ce qui rentre dans votre réservoir. Volume d'évacuation, ça dépend de vos vannes. Et volume laminable, donc c'est ce qui a été stocké ou évacué de votre réservoir. Et ça répond à cette équation-là. Le volume entrant moins le volume sortant est supérieur ou égal au volume de défaillance. Cette équation-là, elle est très importante pour vous à déterminer si on atteint la hauteur critique ou pas. Okay, volume de défaillance, ça vous pouvez le déterminer tout de suite, okay, en fonction des conditions initiales du client. Pourquoi? Parce que le client, encore une fois, on a ça ici, je dessine en haut, je ne sais pas si vous voyez, oui vous voyez. Donc là, imaginez que le niveau d'eau initial, il était ici. Mais vous pouvez savoir que vous pouvez déjà déterminer ça, là, c'est le volume de défaillance. Okay, avant que de faire tous les pas de temps, vous pouvez déterminer déjà c'est quoi le volume de défaillance. Donc ça, c'est pour la gestion des réservoirs. Je ne sais pas s'il y a des choses, au pire vous allez pouvoir reprendre la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Là, le but, c'est vraiment juste de déterminer s'il y a défaillance ou pas, donc scénario 1 et 2, en fonction d'un état initial, donc que ça soit au niveau de la cote dans votre réservoir, ou alors du débit évacué aussi de vos réservoirs. Puis je pense que ça fait pas mal le tour. Si c'est pas clair, de toute façon, on aura le temps, je pourrais vous réexpliquer ça pendant les séances de rencontres en visio. Je pense que là, ça va pas mal. On a fait ça, on a fait ça. Ok, là, c'est l'équation que vous devez utiliser. Après, vous êtes, bien sûr, quand vous passez au pas de temps d'après, ici, donc ça devient S1, ça devient S2, S1, S2, S1, S2. Ok, donc c'est pour les indices ici. Donc vous y allez juste pas de temps par pas de temps, c'est ça que je veux expliquer. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est une blague. Ok, donc pour les ouvertures. Bon, pour des conditions d'exploitation et état du système, votre outil doit donc évaluer si l'état du système, le risque de rupture respecte le niveau de sécurité, donc la crue de sécurité, sinon guider les décisions éventuelles permettant de s'y conformer pour assurer la sécurité des barrages. Donc vous n'avez pas besoin de déterminer c'est quoi la crue qui créerait le scénario 1 ou 2 en fonction des conditions initiales. Mais par contre, moi ce que je vous demande quand même, c'est de dire au client, et puis ça c'est important, ok, c'est de dire au client, ces deux points-là, là. Donc imaginez qu'il y a une crue scénario 1, donc on perd le barrage en Remblai. Okay. Là, votre outil de calcul, il doit pouvoir dire au client, ok, là en ce moment il y a rupture de barrage, par contre si ton niveau de réservoir il était de temps au début, tu n'aurais pas eu de bris de barrage. Okay. Ou alors si tu avais évacué tant de débit, là on va considérer un débit fixe, bah, pareil, tu n'aurais pas eu de perte de tes barrages. Okay, donc ça, c'est quand même quelque chose que vous avez toujours à faire. Je ne vous demande pas de faire, c'est quoi, calculer la crue maximale probable. Vous n'avez pas à faire tout ce qui est macro. Mais je vous demande quand même de faire dans votre outil, donc de dire au client, en fonction donc, des conditions initiales qu'il a rentrées, si on est dans le scénario 1 ou 2, qu'est-ce qui aurait pu être fait avant pour éviter la rupture. Donc ça veut dire ça aurait dû être quoi le niveau dans le réservoir pour éviter cette rupture, ou alors quel débit il aurait dû évacuer pour éviter cette rupture.
N'oubliez pas à chaque fois, vos cartes d'inondation, elles doivent être interactives, ok, dans votre outil de calcul. À chaque fois que le client rentre quelque chose, ça doit se voir dans les cartes d'inondation directement dans l'interface client, pas sur une faille à part. Après, il y a juste quelques acétates, je l'ai passé rapidement. Donc, comment assurer la gestion du risque de rupture. Donc, on parle de gestion d'inondation, on propose des solutions. Vous l'avez fait dans le livrable 2, donc pour la mitigation du risque, que ça soit structurel ou non structurel. Discuter de la faisabilité de ces solutions, vous l'avez fait encore une fois dans le livrable 2. Comment assurer le suivi de risque de rupture. Le suivi de risque va se faire à l'aide du suivi des variables d'état, donc saturation, vous l'avez vu dans le livrable 1, capacité d'évacuation et code dans le réservoir. Enfin, ça va être la dernière acétate. Donc, je vous rappelle, il n'y a toujours pas de nombre de pages maximal pour le rapport final. Attention ici, là, ce qui est important vraiment dans un rapport d'ingénierie, trop c'est comme pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous en faites trop, ben, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de blabla et vous allez perdre le lecteur. Le but d'un rapport d'ingénierie pour vous, c'est d'être clair et concis. Vous ne voulez pas en dire pas assez, mais vous ne voulez pas en dire non plus trop. Vous voulez garder ça à l'essentiel à chaque fois et faire bien comprendre donc, à votre client qui sera le lecteur du rapport comment vous avez fait, c'est quoi les limites de ce que vous avez fait, et de faire une discussion sur les résultats aussi, sans trop s'épancher. Si vous voulez faire si vous trouvez des analyses de sensibilité qui sont pertinentes, allez-y, c'est des points en plus ça. Donc analyse de sensibilité, ou alors faire d'autres études que vous trouvez pertinentes, pareil, allez-y. Si vous trouvez quelque chose de pertinent à dire dans le rapport, faites-le. Vous avez le droit d'aller un peu plus loin de ce qui est demandé. Juste, attention de ne pas en faire trop, de ne pas faire trop de blabla, c'est ça que je veux dire. Donc c'est bon pour le cours 9. Juste après, là, je vais poster aussi, il y aura le cours 10, donc vous aurez cours 9 et 10. Encore une fois, je pense pas que la semaine prochaine, j'ai grand chose à vous présenter. Si vous avez des questions par rapport à ça, on aura donc les séances de mardi et de jeudi, donc 11h30 à 12h30, vous allez pouvoir me poser des questions. Là, si vous avez remarqué, à chaque fois, j'ai dessiné plusieurs choses. Si je reprends ça, ou alors, attendez une seconde, mes dessins ici, là, c'est parce que j'ai un stylet, je peux écrire, donc je vais pouvoir continuer à vous expliquer ça en faisant des schémas, pour m'assurer que c'est clair pour tout le monde. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a aussi les emails, d'accord. Les emails, j'essaye surtout vu la circonstance, de répondre plus rapidement dessus. J'en reçois énormément en ce moment, d'accord. Donc si jamais je vous réponds pas à l'email la journée même, faites-moi une relance. Si c'est pas impossible que j'envoie un passé. Donc s'il vous plaît, si je vous réponds pas à votre email, juste faites-moi une relance, juste dire relance, et puis moi je vais y répondre rapidement. Ça marche? Ok, donc ça c'était pour le cours 9. Merci.